On arrive donc 3 mois après cette catastrophe et le premier constat, c'est que l'accident continue. C'est quelque chose qu'on avait pu dire dès les premières semaines, hein, que la situation évoluerait très lentement. C'est le cas. L'opérateur aujourd'hui n'a absolument pas repris le contrôle de la situation sur les différents réacteurs accidentés. Des solutions sont trouvées pour stabiliser relativement la situation, empêcher en tout cas un accident beaucoup plus grave, hein, mais les fuites radioactives continuent. Le TEPCO, donc l'exploitant, n'a pas de solution aujourd'hui pour poursuivre le refroidissement sans empêcher ces fuites, hein. Et donc voilà, l'accident et les dégagements de radioactivité continuent. Et puis plus largement, je crois que 3 mois après, on est obligé d'être très modeste et très prudent dans l'analyse qu'on fait des choses. D'une part parce que les différentes ramifications en termes de questions techniques, de questions sur la gestion politique de l'affaire font que ça devient de plus en plus complexe en fait à suivre et à analyser. Et puis d'autre part, on se rend compte depuis quelques semaines que les informations sur lesquelles on s'est appuyé au début, y compris hein, pour des experts en France pour essayer de comprendre, analyser et commenter les choses, étaient en grande partie erronées. Alors, pour certaines, involontairement, par manque de mesures et d'informations, et puis pour d'autres, volontairement, c'est-à-dire qu'on se rend compte que des informations sur l'état des réacteurs dès les premiers jours, dès les premières heures même, des informations sur des concentrations de radioactivité dans l'environnement ont été cachées par l'exploitant et en partie par les autorités. Le point principal hein, en termes de révision des estimations ou des commentaires qu'on a pu faire, c'est que d'une part, les réacteurs ont probablement été beaucoup plus endommagés par le séisme qu'on ne l'a cru au départ, hein. La première analyse était de dire tout s'est arrêté correctement au moment du séisme. Les réacteurs se sont mis en mode d'arrêt d'urgence comme ils devaient le faire. Et c'est le tsunami qui a provoqué la perte des systèmes de refroidissement, des systèmes électriques de secours et qui a donc provoqué cette situation accidentelle terrible et inédite. En fait, on se rend compte que dans l'intervalle entre le séisme et le tsunami, sur plusieurs réacteurs, notamment le 1 et le 3 et probablement le 2 également, on a observé des défaillances, on a observé les premières fuites de radioactivité et que donc à la fois des éléments de structure des réacteurs et probablement des éléments des systèmes de secours tels que des réservoirs sous pression ont été endommagés par le séisme lui-même et donc n'ont pas fonctionné correctement. Ça a été masqué en fait dans l'analyse de l'accident puisque très rapidement le tsunami est venu rajouter une couche de gravité très importante. Avec le recul, on peut se dire que le séisme lui-même a provoqué des dégâts. C'est important à la fois pour comprendre cet accident-là et puis pour le retour d'expérience qu'on peut faire sur d'autres réacteurs, notamment sur les autres réacteurs japonais hein, qui sont tous évidemment soumis au même risque. La deuxième chose importante, c'est que les fusions des cœurs des réacteurs 1, 2 et 3 ont été là aussi beaucoup plus importantes que ce qu'on a pensé, en partie en lien avec les dégâts causés par le séisme lui-même. Donc le refroidissement, la perte de refroidissement sur ces 3 réacteurs a été plus rapide qu'on ne l'a cru, et donc les barres combustibles hein, ont fondu dès les premières heures ou les premiers jours. On est globalement sur les 3 réacteurs, alors que l'exploitant avait donné des indications sur entre 30 et 70%, ça a varié selon les réacteurs et dans le temps, de fusion des cœurs. On est sur des fusions probablement presque totales sur chacun des cœurs, qui sont intervenus tôt et qui ont donc provoqué des percements de la cuve du réacteur hein, en fond de cuve. Et ça, c'est important parce que ça explique pourquoi tous les efforts pour refroidir et réinjecter de l'eau dans les réacteurs ont conduit à accumuler des quantités très importantes d'eau radioactive, très contaminée,
dans les sous-sols des bâtiments réacteurs, dans les galeries de circulation entre les réacteurs. On a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau, voire centaines de milliers de litres, contaminés, dont l'exploitant ne sait pas quoi faire. Et un nouveau problème qui est que le niveau de cette eau, puisqu'il faut continuer à injecter pour refroidir, monte, et qu'on approche des seuils où ça va déborder et relâcher directement dans l'environnement. Sur la gestion de l'accident lui-même, il est vraiment difficile de tirer des conclusions. La gestion a à la fois été bonne dans le sens où elle a évité les développements les plus graves qu'on pouvait attendre de cette situation accidentelle, et mauvaise dans le sens où probablement des mauvaises décisions ont été prises à certains points qui n'ont pas facilité, disons, la gestion de la crise. Le fait, par exemple, que les séismes aient très vite provoqué des dégâts en fait, sur les réacteurs aurait pu conduire à d'autres décisions, à rechercher des systèmes alternatifs de secours pour le refroidissement des réacteurs plus vite. On a probablement, dans les premières heures, perdu du temps dans l'estimation de la gravité de la situation. Et puis, une fois le tsunami arrivé, là, on était de toute façon dans l'improvisation, puisque la situation était complètement inédite et en dehors de tout ce que l'exploitant ou les autorités avaient pu prévoir. L'injection d'eau de mer était à la fois une bonne solution, parce que l'urgence était de refroidir, et une mauvaise parce que elle apportait une eau salée, donc plus corrosive, qui a probablement dégradé certaines installations. Voilà, à partir du moment où on était dans cette situation d'extrême gravité, les enchaînements de causes et de conséquences sont vraiment difficiles à analyser. Un exemple, à l'inverse d'une rétroaction peut-être positive qui n'était pas voulue par l'exploitant, c'est sur le réacteur numéro 4, dont la piscine a été, qui était à l'arrêt et vidée de son combustible, mais dont la piscine a connu une explosion d'hydrogène et un incendie. Il semblerait que l'explosion ait dégradé une vanne, détruit en fait une vanne, et qu'un effet de cette destruction serait d'avoir contribué à maintenir le remplissage dans la piscine du réacteur numéro 4. Donc voilà, il y a des synergies positives ou négatives dans un accident de ce type qui sont extrêmement difficiles à prévoir, extrêmement difficiles à maîtriser. Tout ça doit s'analyser avec du recul. Je crois que le constat qu'on pouvait faire dans la première semaine, qu'aucun expert n'est arrivé avec des solutions alternatives pour dire l'exploitant gère très mal la crise, voici ce qui devrait ou ne devrait pas être fait. Personne n'a émis d'idées miracles, et ça reste vrai. Certainement que la gestion aurait pu être un peu meilleure, mais il n'y a pas de défaillance monstrueuse, de mon point de vue, qui soit mise en évidence. Sur la gestion du post-accidentel, ou en tout cas de la protection des populations, en revanche, on peut, avec le recul, dire que les autorités n'ont pas été, à mon sens, suffisamment protectrices pour les populations. Alors, c'était déjà le cas dans les constats des premières semaines, compte tenu du peu de mesures dont on disposait, mais qui conduisaient à dire que probablement, au-delà de la zone de 10 puis 20 km qui ont été évacuées, des populations étaient soumises à des niveaux d'exposition qui justifieraient qu'elles soient également évacuées. Ça s'est confirmé, hein, puisqu'on retrouve jusqu'à 40-50 km des niveaux de contamination pouvant aller. Alors, l'IRSN, l'Institut français notamment, a fait des évaluations. Hein, donc à 40-50 km, dans des villages comme Iitate, qui est notamment au centre des préoccupations, les populations, si elles restent sur place, pourront être exposées à des doses de l'ordre de 20 millisieverts ou davantage,
ce qui est 20 fois plus que la limite admissible en termes de protection des populations, hein, dans les normes internationales, et donc qui justifie une évacuation. C'est quelque chose qu'on savait depuis plusieurs semaines et que le gouvernement japonais a mis en place très récemment. C'est donc contestable sur la base, encore une fois, des informations dont on disposait. Il semble en plus, avec des informations qui sont sorties ces derniers jours, que le gouvernement japonais disposait dès les premières semaines, dès la mi-mars ou la fin mars, de mesures de concentration de radioactivité, notamment d'iode, à des distances importantes de la centrale. Hein, on parle de mesures à 50 km, qui montraient que la contamination était beaucoup plus importante que les premiers chiffres ne le laissaient penser. Les autorités japonaises sont en train de réviser l'évaluation du relâchement de radioactivité dans les globales, hein, et donc dans les premiers jours de l'accident. Les premières estimations tournaient autour de 300 000 térabecquerels rejetés selon les autorités japonaises. Elles sont aujourd'hui plutôt à 700 000 térabecquerels rejetés. Ça correspond grosso modo à 1/10 de ce qui a été rejeté pendant l'accident de Tchernobyl. Ce qui, toujours en ordre de grandeur, hein, très schématique, compte tenu du fait que les relâchements de radioactivité sont montés environ 10 fois moins dans l'atmosphère, donc ce qui correspond localement au même niveau de contamination que ce qu'on a connu après Tchernobyl. Le bilan est difficile à faire et les appréciations évidemment peuvent diverger sur est-ce que c'était un accident, une catastrophe, etc. Je crois qu'on peut dire deux choses. D'abord, oui, c'est une catastrophe. Hein, l'évaluation de la gravité de l'accident par rapport à l'échelle INES, notamment l'échelle internationale de classement des accidents nucléaires, conduit à classer les accidents sur les réacteurs 1, 2 et 3 au niveau 7, c'est-à-dire chacun de ces accidents est en lui-même du même ordre de grandeur ou du même niveau de gravité que Tchernobyl, même si les conséquences lointaines sont de moindre importance. Mais la perte, disons, des barrières de confinement et le degré de relâchement de radioactivité est au niveau maximum de ce qu'on peut envisager sur un réacteur nucléaire. Donc oui, c'est une catastrophe, c'est un accident très grave. Des dizaines de milliers de personnes ont été exposées dans les zones qui ont été évacuées à des niveaux de radioactivité très au-delà des normes de protection. Les travailleurs qui sont intervenus et qui continuent à intervenir sur la centrale sont exposés là aussi à des doses extrêmement importantes. Il ne faut pas oublier que que le gouvernement japonais avait, dans les premiers jours, relevé les niveaux d'exposition admissibles pour les personnels, pour permettre à ces personnels d'intervenir. Et aujourd'hui encore, les niveaux de radioactivité au niveau de l'enceinte de confinement du réacteur 3, par exemple, sont tels que les personnels ne peuvent pas intervenir. Ils recevraient une dose extrêmement grave en quelques minutes. Donc on est encore dans une situation d'extrême gravité du point de vue radiologique et qui va continuer. À l'inverse, on peut aussi faire l'analyse de comment l'accident aurait pu être encore plus grave. C'est très difficile à chaud de dire que les Japonais ont eu de la chance d'une certaine manière. Hein. C'est évidemment l'accident est trop dramatique pour le poser en ces termes. Il n'empêche qu'on peut s'interroger sur ce qu'aurait pu être l'accident avec le même enchaînement, mais dans des circonstances encore plus défavorables. Entre autres, il ne faut pas oublier que 3 réacteurs étaient à l'arrêt et que ces 3 réacteurs probablement auraient connu les mêmes problèmes de perte de refroidissement et de fusion de cœur s'ils n'avaient pas été arrêtés. Et il ne faut pas oublier que si le programme d'utilisation de combustible MOX, ce combustible qui mêle du plutonium et de l'uranium,
avait été conduit comme prévu il y a une dizaine d'années, on aurait eu, au lieu d'être aux prémices de ce programme qui a pris du retard et d'avoir quelques assemblages de MOX dans un des réacteurs, le réacteur numéro 3, on aurait eu un tiers de MOX sur l'ensemble des réacteurs, dans l'ensemble des piscines, et le MOX étant beaucoup plus chaud, même une fois le réacteur arrêté, que le combustible uranium classique, on aurait eu un problème de chaleur résiduelle et donc de refroidissement encore plus important, et puis des dégagements probablement plus graves, avec plus de plutonium en jeu. Et puis troisième élément, le vent, les conditions météorologiques ont été globalement favorables au moment, dans la période, la première semaine, grosso modo, hein, les 10 premiers jours, où les relâchements ont été les plus importants. Énormément de cette radioactivité relâchée a été emmenée vers le Pacifique. Et ça, évidemment, c'est une chose très heureuse dans leur malheur pour les populations qui auraient pu être davantage exposées autour de la centrale. Le premier problème à gérer, c'est le rétablissement d'un refroidissement en circuit fermé sur les réacteurs et sur les piscines, alors qu'il est une piscine à passer cette étape de rétablissement en circuit fermé du refroidissement. Les autres piscines, les réacteurs très gravement endommagés restent en circuit ouvert, en particulier parce que les percements des cuves des réacteurs, du fait de la fusion du cœur qui s'est accumulé en fond de cuve, les dégâts causés par les diverses explosions, par le séisme, aux structures en béton des piscines et des enceintes réacteurs, font que tout ça n'est plus étanche. Et donc, voilà, la situation actuelle, c'est que l'exploitant injecte de l'eau, que cette eau refroidit les cœurs, refroidit les combustibles, mais s'écoule malheureusement dans les fondations des bâtiments. Probablement, dès aujourd'hui, s'écoule en partie d'une manière incontrôlée vers l'environnement et se retrouve dans l'océan. On a une contamination marine très, très importante. Et donc, la priorité, c'est de rétablir ces circuits fermés, mais on ne sait pas aujourd'hui comment ça va pouvoir être fait, compte tenu des niveaux de dégradation des enceintes, donc des barrières de confinement, et compte tenu de la difficulté à y accéder, parce que la radioactivité y est très intense et beaucoup trop importante pour que des hommes puissent y intervenir. Deuxième problème, cette eau contaminée qui s'est accumulée en centaines de milliers de tonnes, qu'il va falloir traiter. Une installation de traitement est en cours d'installation. Si elle fonctionne, elle devrait permettre de traiter ces eaux, de les amener à un niveau de radioactivité suffisamment bas pour être relâchées dans l'océan, non pas sans impact, mais avec un impact résiduel qui sera jugé acceptable, et puis avec au passage la concentration de cette radioactivité dans des boues, dans des filtres, qui seront autant de déchets très radioactifs à gérer, pour lesquels il n'y a pas de solution aujourd'hui. C'est des déchets d'un type particulier qui vont nécessiter la mise en place d'une filière de gestion particulière. Ensuite, le problème reste que les enceintes étant perdues, les dégagements de radioactivité dans l'atmosphère continuent. Alors ils continuent de manière relativement faible, tant que les enceintes restent peu percées et tant que des événements tels que des nouvelles explosions ou des nouveaux incendies qui restent à craindre ne déclenchent pas de nouveaux relâchements. Il n'empêche, les dernières indications, par exemple sur le réacteur numéro 1, montrent que sa pression interne n'est pas du tout suffisante, ce qui veut dire que l'enceinte ne contient pas le gaz à l'intérieur de l'enceinte et donc que ce gaz se relâche en continu. Et donc là, la solution dans les mois ou les années qui viennent ne peut être que de construire une enceinte supplémentaire, une forme de sarcophage dont la dimension, les caractéristiques techniques restent complètement à imaginer, qui sera en tout cas quelque chose d'extrêmement complexe et coûteux à mettre en place. Et puis dernier point, la gestion en dehors du site des conséquences environnementales. Là, on a le problème des territoires contaminés
il est acquis désormais qu'une partie des territoires touchés ne pourra pas être réhabitée par les générations actuelles ni par les générations futures avant quelques siècles au moins. Donc des populations ont été évacuées, ne vont pas pouvoir revenir habiter. Il y a le problème d'indemnisation, il y a le problème de décontamination de tous ces territoires. Il y a tous les territoires où les niveaux de contamination ne sont pas suffisants pour évacuer, mais où ils sont suffisamment importants pour nécessiter des protections, des mesures de protection hein, sur l'alimentation ou sur les activités, disons, des populations sur place. Et puis il y a un problème à long terme aussi avec la contamination marine. On sait à quel point les Japonais sont dépendants pour leur alimentation de produits marins, hein, les poissons, les algues. On observe des niveaux de contamination très importants dans les zones touchées par les courants, disons, à partir de la contamination venant de la centrale. Le fait que les terres soient contaminées autour par ruissellement évacue l'eau par les rivières et également vers les zones côtières. Donc, là aussi, les produits de la mer, disons, sur une zone de quelques dizaines à centaines de kilomètres de côte autour de la centrale, vont devoir être surveillés, contrôlés et pour partie seront impropres à la consommation pour les dizaines d'années qui viennent. Quelles leçons vont être tirées de Fukushima? Je crois que c'est ça la vraie question. Est-ce que ça va vraiment servir ou pas? Il y a deux tendances possibles. Hein. Une première tendance qui est de dire, d'une part, au niveau des causes de l'accident, c'était quelque chose d'exceptionnel, un tsunami, etc. C'est pas directement reproductible, donc il faut renforcer la sûreté de nos centrales, mais bon an mal an, on peut continuer avec nos réacteurs actuels. Et puis au niveau des conséquences, oui, il y a une zone contaminée, oui, il y a des populations évacuées, mais ça n'est pas non plus des centaines de milliers de victimes, etc. Donc certaines personnes considèrent que ces conséquences restent admissibles par rapport aux bénéfices qu'ils prêtent à l'énergie nucléaire. Il y a une deuxième façon d'envisager les leçons de cette catastrophe qui est d'une part au niveau des conséquences de se dire qu'on n'est effectivement pas capable de maîtriser suffisamment les installations pour empêcher des situations dramatiques et donc une leçon de remise en cause de la pertinence ou de la légitimité de l'énergie nucléaire par rapport à ce risque d'accident majeur, et puis sur la sûreté elle-même, une interrogation sur l'ensemble de la doctrine de sûreté, le fait de s'appuyer sur une approche probabiliste pour écarter certaines situations, en les jugeant suffisamment improbables, le fait de s'appuyer sur la multiplication des barrières de confinement, le renforcement de ces barrières, la redondance des systèmes de secours, pour se dire qu'on écarte la probabilité de l'accident majeur. Je crois que Fukushima obéissait à cette doctrine-là et que l'accident n'a pas été empêché. La divergence possible sur les leçons qu'on tire de Fukushima peut être illustrée par le débat qui se pose aujourd'hui sur le réacteur EPR, hein, le réacteur conçu par Areva et envisagé pour le renouvellement du parc nucléaire français et pour l'exportation de réacteurs nucléaires dans différents pays. On sait que Areva, Anne Lauvergeon en tête, a soutenu que l'accident de Fukushima ne se serait pas produit avec des EPR, hein, que ces réacteurs sont beaucoup plus sûrs. En fait, l'EPR, on peut vraiment le regarder de deux façons à la lumière de Fukushima. Une façon est de se dire, effectivement, on a une enceinte de confinement renforcée, on a des systèmes de secours plus nombreux, hein, 4 trains de secours au lieu de 2 trains de secours. On a un dispositif particulier qui s'appelle le récupérateur de corium, qui est censé récupérer le cœur fondu et empêcher toute
situation la plus dramatique, hein, d'explosion à partir de ce cœur fondu dans un scénario d'accident grave. Donc on diminue la probabilité de l'accident grave et on diminue la probabilité de conséquences majeures de cet accident grave. On peut dire, sur cette base-là, l'EPR est le réacteur le plus sûr du monde. A l'inverse, on peut regarder ce réacteur comme un réacteur qui s'appuie sur les mêmes principes d'approche probabiliste, de renforcement des barrières et des systèmes de secours, et se dire que ces principes-là ne sont peut-être pas suffisants en regard de la confiance qu'on leur avait accordée avant Fukushima, et considérer que s'ils ne sont pas suffisants, l'EPR, pour compenser en termes de rentabilité le surcoût de ces systèmes de sûreté, est le réacteur le plus gros du monde. Hein, on est sur un réacteur de 1600 MW à comparer aux 700, 800, 900 MW de réacteurs comme ceux de Fukushima. C'est un réacteur qui prévoit également de fonctionner avec un combustible beaucoup plus performant, avec ce qu'on appelle un taux de combustion 30% plus élevé, c'est-à-dire un combustible qui va être beaucoup plus chaud et donc beaucoup plus difficile à refroidir en cas de situation accidentelle. Autrement dit, à l'intérieur de ces barrières de sécurité et de ces systèmes de secours renforcés, le potentiel de danger lui-même est considérablement augmenté et les conséquences, évidemment, en termes d'accident, si l'accident majeur devait se produire, seront bien plus importantes. De ce point de vue-là, on peut le considérer comme le réacteur le plus dangereux du monde. Je crois que la question qui se pose après Fukushima, c'est quelle confiance on continue à accorder à toutes les études qui ont été faites jusqu'ici pour évaluer la sûreté des réacteurs nucléaires. Si on leur accorde encore une certaine confiance, l'EPR est le plus sûr du monde. Si on se dit que toute la démarche doit être révisée, l'EPR est le réacteur le plus dangereux du monde. Un chiffre pour illustrer la problématique devant laquelle on est. La théorie, c'est qu'on est aujourd'hui sur le parc mondial ou sur le parc français à un risque sur 1 million d'accidents majeurs par réacteur et par an. Après Fukushima, on est à 2 accidents majeurs, Tchernobyl et Fukushima, qu'on peut même compter comme 4, puisque 3 réacteurs ont connu cette situation à Fukushima, pour 14 000 années réacteurs d'expérience. Donc 2 ou 4 pour 14 000 à comparer avec une théorie de 1 pour 1 million. Ça ne dit pas qu'il faut appliquer ce chiffre à l'ensemble du parc, ça dit simplement qu'il y a un écart entre l'évaluation expérimentale et l'évaluation théorique du risque. Comment cet écart va être resserré par la réflexion à venir déterminera si de nouveaux réacteurs peuvent être considérés comme sûrs ou non.